Pour des raisons d'heure tardive, le sketch des tipeurs sera entièrement pas fait. Cela ne nous empêche pas de remercier Carotte, Tot, Chevonne, Stéphane et El Pouillou pour leur soutien à notre émission. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui prend l'eau. Coucou les gens, je suis One Non, là, je te dis stop tout de suite. Tu arrêtes avec ton coucou les gens. Si, non, ça suffit, coucou les gens. Ouais, les gens, je les aime bien, je leur dis coucou, je les aime. Voilà. Tu n'as plus l'âge de dire coucou les gens. Voilà, je suis One Pied, je suis accompagné de One Salut One Salut One Et de One Salut One Oui. Ah, tu vois, tout de suite, il désolidarise. C'est le 180, donc tu es le. On est au One Eye Club. Un œil, en fait. On est au One Eye Club, on est tous des One Eye, quelque part. Des One Eye, One Again. Ok. Vous avez des cuillères qu'on s'amuse vraiment pour être des One Eye, quoi, ou pas? Ouais, on me rappelle. Ouais. On va se dénoter là. C'est ça. Okay, ouais. Voilà. Oh, là, ça fait pop. Bref, on est comme d'habitude ici pour vous parler de bande dessinée, avec une rubrique online pour commencer. On enchaînera ensuite avec des chroniques où nous allons parler de Butter Girl, de Heikel Giants, de Spirou, Fondation Z. Celui-là, Attends. tu l'as tué. Alors, excusez-moi. Alors, J'ai- vous savez j'ai- quoi j'ai- Si vous ne voulez pas nous donner de l'argent pour le podcast, donnez-nous au moins de l'argent pour qu'il prenne des cours d'anglais, Pierrick. Promis, c'est sérieux. Si on a assez, on peut lui payer des cours d'anglais. On peut tous s'y mettre. On peut voir cette espèce de Je vais faire force un de effort. solidarité. Donc, je vais faire un effort. Par Battement de Matt Vajday, par Akira tome 1, oui, on vient enfin parler d'Akira tome 1, de Solo tome 3 qui n'a rien à voir avec le film récent, par Invincible numéro 22. On enchaînera avec de l'Express, on parlera vite fait de trucs qui en sont numéro 25. Imbattable après Invincible. Voilà, c'est ça. On est comme ça, nous. Mbappé Daredevil. Voilà, et je crois qu'en fait, c'était l'intro la plus nulle du monde. Non, Alors, elle on était enchaîne. top. Elle était géniale. Il est tard, il est tard. Non, elle était splendide. Tu veux parler anglais? Voilà. Première émission, tu t'es fait couper d'emblée, cash. Là, tu t'es fait couper au jingle. Mathieu, c'est le mec, c'est comme du saucisson. Il se fait trancher, mais toujours bien, tu vois. Alors, je vais Allez. parler de Manger vers le futur. Manger vers le futur est une bande dessinée sur Instagram par Benjamin Hoguet et Mad, qui s'intéresse à un groupe d'amis qui, en fait, se rencontrent régulièrement et finissent par parler de nourriture et de comment pourrait évoluer notre nourriture. En gros, tous les ans, ils se sont dit, on se retrouve au moins tous les ans pour discuter, etc. Et on les voit qui s'avancent petit à petit vers le futur et sur toutes les façons qu'ils peuvent avoir de communiquer de la nourriture des uns avec les autres, entre les véganes, ceux qui sont Du côté de l'île, ceux les qui sont véganes, ils discutent viandards, pas beaucoup. Hein. voilà, ceux qui sont viandards, tout ce genre-là. Et donc, c'est assez intéressant. Ça a été monté par une fondation qui s'appelle AgroParisTech, qui s'intéresse un peu à comment est-ce que notre alimentation va évoluer dans les pratiques et dans les contenus. Qu'est-ce qu'on va manger. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et donc, ça se trouve sur Instagram. Les liens sont dans les notes de l'émission. Germinal 21 de Croquis. Ouais. Ça y est, je l'ai tué. Attends, c'est dans le voilà, tu vois, c'est dans le conducteur depuis un moment. Hein. C'est Germinal au 21e siècle? C'est ça. C'est germineux. C'est les germineux. Tu te rappelles ce sketch des inconnus? En gros, on suit en parallèle une jeune fille qui fait des livraisons à vélo. Tu vois, c'est genre En mode cyborg. genre Uber Eats ou les trucs dans le genre. Et en parallèle, ça nous montre une phase de l'histoire, la Germinal, dans les mines, etc. C'est vraiment pour parler pour les conditions de travail, comment elles évoluent, comment est-ce que C'est-à-dire que maintenant les mineurs se font livrer par Deliveroo. Je comprends pas. Attends. c'est ça. Pour nous montrer un peu les difficultés qu'il peut y avoir que ça entraîne ce nouveau mode de consommation et ce mode de vie pour les auteurs. Donc c'est des planches, vous trouvez ça sur Mangatraft. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas très très long et franchement c'est plutôt très bien foutu. Germinal 21 par Croquis. Voilà, je les perds, les gars. Là, il nous faudrait une petite musique de Rocky. Davy Mourier versus Cuba par Davy Mourier. Bon, en fait, c'est simple. C'est un album que Davy Mourier Il est en tôle à sorti. Cuba, donc c'est Il a- Cuba qu'il qui a a gagné. sorti- oui, non, qu'il a sorti chez Delcourt, collection... zut, j'ai oublié le nom, la collection de Lewis Trondheim. Enfin bref.
qui nous raconte quand il est parti à Cuba avec sa mère pour l'accompagner, pour lui faire plaisir, et qu'il a eu droit à la tempête, là, la grosse Irma qui est passée dans le coin. Il y était. Tu peux pas dire la grosse comme ça, c'est très Voilà, dénigrant. la grosse Irma, si. La grosse Irma, voilà, ça se fait pas, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment les planches du bouquin qui sont totalement accessibles sur son compte Facebook. Vous pouvez lire le bouquin en entier. C'est super intéressant. J'aime beaucoup Davy Mourier, cette évolution dans son dessin, dans son trait que je trouve vraiment. Voilà. Maintenant, avant, il y avait un petit côté, j'ai envie de dire punk, que je me fais plaisir parce que je veux raconter des histoires. Maintenant, il y a du talent. Voilà. On voit que le gars, il bosse dans le dessin depuis un moment et il sait bien faire et il sait surtout bien raconter, se mettre en scène, pas forcément de façon valorisante. Bref, c'est quelque chose. Voilà, très bonne BD. Je vous recommande ça. Vous allez sur le Facebook de Davy Mourier et vous pouvez lire cette superbe BD qui raconte son voyage à Cuba, qui se passe vraiment pas top, mais vraiment pas top. Maintenant, un petit express du online. Je vais vous parler de trois projets qui reviennent alors qu'ils avaient disparu depuis un moment. On va parler d'abord de Sans emploi de JB que j'avais pas lu jusqu'ici. JB donc est un des vieux. Ah, on en est là, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils font directement. Écoutez les gars, je suis sans emploi, filez-moi de la thune, quoi. Ah non, maintenant il a de l'emploi, mais okay. C'est un des premiers blogueurs BD un peu connus. J'avais pas lu ses posts à l'époque. Il les avait virés parce qu'il avait sorti des albums qui étaient un peu refaits parce que son style du début, c'est assez rigolo, mais c'était son style du début, on va dire. Il a beaucoup mûri entre-temps. Graphiquement, maintenant c'est un tueur. Hein, mais alors au début, alors soit il se faisait pas chier, soit c'était ses débuts. Bref, voilà, il les a remis en ligne parce qu'il y a Monsieur Petch qui tient le blog Philacterium, qui a sorti un bouquin sur l'histoire de la bande dessinée numérique et qui parlait de Sans emploi. Et JB s'est dit, de toute façon mes BD, je fais plus de thunes avec, etc. Donc je vais remettre tous mes trucs dessus et c'est justifié parce que il s'est dit, d'un coup il se rend compte que sa publication en blog a une petite valeur historique, quoi. Donc ça a un intérêt. À côté de ça, il y a le projet Crocodile, dont j'avais déjà plusieurs fois parlé, de Juliette Boutan et Thomas Mathieu, qui nous racontent un peu toutes des histoires de harcèlement de femmes, d'abus des hommes, entre guillemets, auprès des femmes, de comportements assez malaisants. Ça fait déjà quelques temps, non, qu'il existe ce ouais, projet. Mais ça avait été en pause pendant très longtemps. En fait, il y avait déjà eu des. Il y a eu un album. Déjà, voilà, ce qui me semblait. Voilà. Ça avait été repris il y a quelques temps, et puis ça avait cessé d'être publié. Et là, il y a 2 ou 3 nouveaux trucs qui sont parus sur Tumblr. Des fois, ouais, tu te dis, oui, c'est des comportements qui ont pu arriver, et c'est assez gênant quand même. Être une femme, ça doit pas être facile. Des fois, tu te dis, c'est bien d'être un homme. Mediantity, dont j'ai plusieurs fois parlé, je vous avais annoncé qu'il commençait à mettre petit à petit tous les tomes de Mediantity en ligne. Ça y est, c'est fini. Si vous voulez lire Mediantity, vous avez toute la série qui est disponible gratos sur Internet, ou alors que vous pouvez vous offrir en payant pas grand-chose sur les applications Android et iOS. Voilà, donc très très bonne bande dessinée sur le statut du numérique. Comment est-ce que le numérique peut changer nos vies et prendre le pouvoir sur nos vies. Vraiment très bien fait. À ce sujet, il va y avoir un moment sans écran là pendant 10 jours qui va tenter d'être lancé nous dans notre circonscription. On en a beaucoup discuté, on en a un petit peu discuté à midi. Justement, le numérique et les développements du numérique, et 10 jours sans numérique, posez-vous la question. Voilà. Enfin, Mediantity, voilà. Mediantity, c'est du Mirror Mask en BD, hein. C'est assez génial. Et on peut attaquer les chroniques. Et on va commencer donc par Motor Girl, qui est donc une bande dessinée de tipeurs, et plus spécialement de tipeuse. C'est Chiavon qui nous l'a conseillé. Motor Girl de Terry Moore, paru chez Delcourt. On va suivre l'histoire donc de Sam qui est une vétéran en fait de la guerre en Irak, qui a fait trois boucles en Irak et qui est revenu de là à peu près en morceaux au niveau mental. Et mais pourquoi ? Son syndrome post-traumatique, voilà, fait que elle vient un peu retirer du monde dans une casse auto qui appartient à une certaine Libye, une vieille dame toute petite, très rigolote, très drôle. Et pour mieux vivre son truc, en fait, elle s'est inventé un pote imaginaire qui est Mike, qui est un petit gorille de 2,20 m. Un petit air de Bruno Bessadi, je trouve. C'est les 2,20 m ou c'est le côté gorille? Ah, c'est le côté gorille, ok. Et là, en fait, il va lui arriver un truc, c'est qu'elle va faire face au crash d'une soucoupe volante. Voilà.
Ça, c'est pour le pitch de départ. Mais vraiment, ou elle l'a un peu fumé? Elle va faire face à un crash de soucoupe volante. Voilà. Et il y a des gens qui vont vouloir racheter sa casse aussi. Et donc, du coup, il y a donc cette histoire de soucoupe volante, plus le fait que Libby voudrait vendre en fait le terrain de la casse qui est en plein milieu du désert de l'Arizona, entouré à peu près de cailloux et de peut-être quelques cactus qui ont réussi à survivre. Et puis pour que Samantha essaye de rejoindre la vraie vie aussi, de sortir de son... Voilà, parce que Samantha, en fait, elle vit un peu recluse suite à son retour d'Irak. Alors, c'est un endroit sympa, t'as pas trop de voisins. Non. Ah, des extraterrestres quand même. C'est ça, t'as des soucoupes volantes. Ils sont plutôt cool en fait, tu vois. Ça dépend. À voir, à négocier. Donc au niveau du dessin, on est sur un noir et blanc avec parfois on va dire des niveaux de gris, mais ça reste surtout noir et blanc. L'ancrage est assez, je trouve, léger. Il est vraiment pas gras, c'est assez, c'est assez fin. On est sur un truc assez sur un dessin qui est assez réaliste. Parfois, le Mike le gorille est super shadé. Des fois, il est un peu plus jeté, un peu à l'arraché. Et les extraterrestres sont très cartoony aussi. Hein. Ouais. On arrive, ça dépend des fois en fait. On va du réaliste au cartoony. Et en fait, au niveau du scénar, on va suivre donc cette aventure d'OVNI et du fait que finalement le bouquin devient un petit peu un ovni, parce que c'est difficile de trop. Il faut pas raconter la fin. Quoi. Je peux pas vous raconter la fin et parce que du coup, c'est à la fin que tu fais. C'était trop bien. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment à la fin, tu fais c'était trop bien. C'est voilà. Donc je me suis bien. Alors, dans la dernière émission, je vous avais dit que justement j'avais eu à choisir entre les deux BD des tipeurs parce que c'est moi qui ai le premier qui l'ai acheté. Et donc j'avais choisi 5 branches de coton et j'avais pas pris Motor Girl. T'avais pas accroché au dessin. J'avais pas accroché au dessin et en fait au final, je commence presque à regretter. Le dessin est... moi j'aime bien le dessin. Alors c'est le gars qui avait fait j'ai oublié le nom, c'est écrit sur la couverture. Strangers in Paradise. Voilà, Strangers in Paradise, qui est une très belle série, très sympathique. Moi, j'étais curieux de voir ce qu'il avait. J'avais lu les premiers de Strangers in Paradise. J'étais curieux de voir ce qu'il allait faire dans un autre genre. Puis, aussi, le plaisir d'avoir un récit complet. Et moi, je trouve que déjà, il a une façon de représenter les expressions, les visages. Et puis, t'as l'impression que son style change en fonction de l'ambiance. Que d'un coup, il va être sur un côté un peu plus cartoony, quand il va partir dans quelque chose d'un peu plus délirant. D'un coup, quand la scène va se poser, puis il va jouer sur des plans aussi de détails. D'un coup, on va avoir un plan sur des mains, un plan sur quelqu'un qui est éloigné de loin. Enfin, il y a un sens de la narration qui marche, je trouve, super bien. Puis puis cette chute. Puis moi, je trouve sympa aussi. À un moment, tu as un petit clin d'œil justement avec les extraterrestres et on a un peu le même plan à l'envers qu'on a dans le film Contact, où ils sont en fait dans une grande pièce rectangulaire avec une vitre qui les sépare des... J'ai pas vu Contact. Et du coup, tu as exactement le même plan mais inversé. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa. Enfin voilà. Graphiquement, c'est très drôle, c'est très péchu et voilà. Moi, j'ai vraiment pris. C'est passé un très bon moment. J'ai lu ça, donc. Il y a très vite, très rapidement, il y a juste quelques heures. Voilà. Ouais, moi, je le coup de cœuriserai parce que ça m'a laissé sur le cul à la fin. Là, tu es. Là, j'ai peut-être te suivre quand même. Ouais. Coup de cœur. Non, franchement, c'est une bonne découverte. Je m'attendais vraiment pas à ça. En lisant le pitch, j'étais pas emballé follement et finalement, ça a envoyé quoi. Voilà. Donc un petit coup de cœur pour. Voilà, Motor Girl, oui, c'est difficile d'en parler, mais le personnage est très bien décrit. En plus, on est quand même sur une BD sur le circuit américain, qui est une BD d'un seul homme, qui a tout fait du début à la fin. Donc je comprends le choix du noir et blanc, de l'ancrage parfois un peu léger, les décors qui sont pas toujours très chiadés, etc. Mais de toute façon, c'est les personnages qui sont importants. Le choix du truc au milieu du désert, quand tu es tout seul à faire ta BD, c'est un bon plan en fait. Oui, mais ça s'y prête aussi par rapport à l'histoire. Ah oui, de toute façon, son récit s'y tient totalement. Moi j'ai passé vraiment un très très bon moment. Je ne serais pas forcément allé vers ça, donc je remercie vraiment Chevaude de nous avoir conseillé cette bande dessinée, qui était vraiment... Voilà, j'ai vraiment pris mon pied, c'était très très bien. I Kill Giants. Une série
BD très très proche de la précédente, quelque part. Mais on va pas rentrer dans les détails. Dans Kill Giants, nous allons suivre l'histoire de Barbara Thorson, une collégienne qui aime bien porter des oreilles de lapin ou des trucs à la con sur la tête, et qui est du genre à dire ce qu'elle pense de façon assez crue. Excuse-moi, porter des trucs, des serre-têtes avec des oreilles, c'est porter des trucs à la con. Non, je sais que ça t'arrive beaucoup, mais tu le fais à Non, l'école. ça ne lui arrive plus, il a arrêté. Il a arrêté, il a grandi. Mais il est resté très longtemps avec le serre-tête de Shrek. Ouais, mais c'est parce qu'il s'est cassé. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais, je sais. Tu as pris la grosse tête. Je vois qu'on va au Parc Spirou, je t'achète un serre-tête avec les oreilles. Ouba. Et donc elle se balade avec un marteau de guerre nordique dans son sac, et elle explique que elle, ce qu'elle fait dans la vie, c'est qu'elle tue des géants. Et donc tu as cette jeune fille qui te raconte qu'elle tue des géants, qu'elle a un peu barré, tout le monde se fout un peu de sa gueule, elle est un peu à l'écart dans le monde, surtout qu'elle a un comportement assez odieux. Elle a un sens de la répartie de balade, hein, je veux dire. Elle a une répartie de ouf. Voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue du monde des adultes, c'est un peu une petite conne odieuse et elle a des problèmes à régler. Justement, elle a des problèmes à régler lorsqu'elle rentre chez elle. Le premier truc qu'elle fait, c'est de regarder en haut des escaliers et de se jeter dans la pièce à côté, car il y a quelque chose d'horrible en haut de ces escaliers. Quoi ? Lisez donc ce bouquin pour le savoir. Waouh. Ouais, hein. Waouh. Donc, on est vraiment sur une bande dessinée qui va parler un peu du côté du bullying à l'américaine, comme on en parle. Donc, c'est mômes qui se font battre, fracasser la tête parce qu'ils sont un peu différents. Mais une BD un peu plus profonde parce qu'on a vraiment une fille costaud qui en plus se fait une amie. Et c'est aussi un point très important, le fait que cette amie qu'elle se fait, qu'elle a du mal à conserver parce que elle est un peu vraiment odieuse. Elle est pas cool, Barbara. Et Joe Kelly, nous fait quelque chose de un récit vraiment superbe. Moi, j'ai adoré. Le dessin de Ken Niimura qui est hyper jeté. C'est un truc, mais c'est lâché. C'est balancé, mais bien balancé. Mais quand tu regardes le making-of qui est à la fin, tu te dis, en fait, c'est balancé, mais totalement réfléchi et maîtrisé du début à la fin. Voilà, il a trouvé un truc qui rejette. Et à tel point que je sais qu'il y a un film qui a été fait, qui est sorti en direct ou DVD en France, que je n'ai pas osé regarder parce que j'ai vu. Et vas-y, vite fait, en 2 mots, de la merde. Non, pas de la merde, plutôt pas mal foutu. Ah ouais, parce que j'ai vu la couve. Il y a des choses à jeter dedans, mais il y a beaucoup de choses à garder. J'ai vu la couve, j'ai peur. Et bien sûr, les géants arrivent, et surtout, plus que les géants, il y a, j'ai oublié le nom de l'entité encore au-dessus du géant. Oui, c'est pas le titan, c'est... Si, c'est les titans, je crois, qui viennent, qui sont des malades. Ouais. Et elle a peur, parce que tout ce qu'elle veut, c'est protéger les gens et lutter contre ces géants. Mais peut-être que c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça, forcément. Bon, vous l'aurez compris, c'est quand même une BD très introspective sur la gestion des émotions néfastes, des émotions noires, la gestion de la perte, la gestion du deuil, ou du deuil en devenir, la gestion de la maladie, la gestion de l'isolement, comment gérer tout ça. Voilà. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que non, fais pas cette tête-là. On n'est pas débile, on comprend vite quand même où est-ce que l'auteur veut nous en mener. Ah non. Non. Ah, c'est une blague. Non. Ah non. C'est une blague. Ah non, pas du tout. Bon, alors je vais faire un flashback sur quelques minutes après minuit. Et ça vous a pas sauté aux yeux? Ah non. Bah non. Ah merde. Sérieux? Sérieux. Ah ouais, sérieux, c'est énorme ça. Sérieux, ouais. Moi j'ai eu la surprise à la fin, presque fin quoi. Ah ouais. Parce que du coup je le voyais pas dans ce sens-là, tu vois. Ah bah écoute, moi j'en ai pas du tout. Alors, moi je n'ai pas vu les choses sous le même angle. C'est-à-dire que moi tout de suite ça m'a sauté aux yeux. Mais je me suis freiné. Parce qu'on nous balade quand même. Il y a quand même pas mal de monstres qui est là, dans quelques minutes après minuit aussi, tu vois. Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Ouais, mais on en a parlé quand même pendant un bon moment. Et j'avais bu. On en ressortira celle-là. Et donc, je sais pas, moi ça m'a sauté aux yeux assez rapidement. Et c'est bien raconté. Contrairement à quelques minutes après minuit, qui parle plus de la gestion de la colère. Là, on est vraiment sur le versant plus poli, on va dire, plus maladif, plus perte, plus... non, dis pas trop quand même, parce voilà, que... non, mais c'est plus ça qui se construit. On a bien compris quand c'est la grande sœur qui gère les gamins,
on a bien compris qu'on est dans une famille un petit peu particulière où comme dans Lilo et Stitch. les parents sont pas là. Il y a un truc, quoi. C'est quoi la série 7 à la maison, ça? Ouais, c'est ça. Il y a un truc, quoi. Les parents sont pas là. Et pourquoi comment l'attitude de la psychologue scolaire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tolérance autour de cet enfant aussi par rapport à ses frasques, par rapport à ses réflexions? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi Tu te poses beaucoup de questions quand tu dis, toi. Ben écoute, je sais pas. Moi, j'étais pris dans le récit et je me suis, mais Et moi, j'ai pas réfléchi tout du long. Ah J'étais ouais. à fond dedans, quoi. Ah mais c'est rigolo qu'on on en a pas fait la même lecture. Bon, en attendant, je me suis régalé. C'est une méga clacasse. C'est peut-être moins, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté aussi pop énorme que j'ai ressenti dans quelques minutes après minuit, qui m'a pris par terre et on m'a passé un rouleau compresseur dessus. Lui m'a mis une tarte. Voilà, donc c'est beaucoup moins fort que le rouleau compresseur, mais on se prend quand même une tarte. Voilà. Alors moi, je suis curieux parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, Thierry va adorer, mais alors le dessin, ça va le ralentir. Non, voilà. Alors, ça m'étonne parce que c'est pas du tout ton type. C'est pas du tout mon type de dessin. On est dans un style un peu très manga. Hein. On est dans un. Ouais. Il y a un côté inspiration asiatique. Inspiration asiatique, ça je suis d'accord, mais c'est bien mieux traité qu'un simple manga. Ben oui, je suis désolé. On va parler d'Akira après. Voilà. Qu'un simple manga. Akira n'est pas un simple manga. Donc voilà. Non, c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, c'est d'une efficacité redoutable. On lit ça d'une traite, en apnée, et on en repart avec les yeux qui ont un peu morflé, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Alors Joe Kelly, en plus, c'est un scénariste qui est pas reconnu. J'ai lu des tonnes de trucs de lui, mais je sais plus quoi. Tu vois, il a bossé beaucoup pour Marvel, il me semble. Mais alors, t'attends pas forcément cette profondeur-là d'un auteur, de ce que j'avais lu de lui avant, quoi. Bon, et Dali m'avait dit, Joe Kelly, Ken Nimura, de toute façon, c'est forcément très bon. Comment je suis passé à côté, je l'ai raté. Bon, j'espère que depuis, elle a eu le temps de le lire. Voilà. Donc voilà, non, c'est vraiment, bon, pour moi, c'est coup de cœur. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous allez dire, vous, les gars, mais. Thio. Bon, j'ai quand même parlé du livre que j'ai acheté, quoi. Ouais, vas-y, hein, tu veux en parler. Je t'invite à faire. Alors, si on peut se le permettre, je l'ai acheté aussi. Oui, je sais. Voilà, mais celui-là, c'est le sien. Ça, c'est bien. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que, voilà, alors qu'on l'avait déjà dans le cercle, je l'ai quand même acheté. C'est rare qu'on rachète des livres dans le cercle. C'est rare qu'on rachète des livres en doublon, quoi. Voilà. Donc celui-là, je l'ai voulu, je suis reparti à la BDRI et je m'en suis racheté un exemplaire. Ouais, voilà. Je vais pas aller plus loin que ce que vous avez dit. C'est là aussi, je trouve. La dernière fois, en fait, ma femme me demandait. Je fais un peu Colombo, en fait. Je me rappelle que ma femme me disait. En te grattant la tête. En te grattant la tête, comme ça. C'est ça. Elle me dit, mais ouais, est-ce que tu n'aurais pas des BD, tu vois, qui sont pas du Astérix ou tu vois des BD que tu puisses lire vraiment où tu as un truc où il y a un peu du propos, il y a un peu du fond, quoi. T'as un discours qui est plus adulte, tu vois. T'en as un paquet, mais. Oui, non, t'en as un paquet. Et en fait, là, j'avais acheté celle-là il y avait peut-être un mois avant. Et en fait, voilà, je me suis dit, putain, il faut que je lui passe ça, quoi. Et du coup, je ne l'ai pas pu parce que je l'avais pas sous le coude, parce que je l'avais passé. Mais tu l'as racheté en plus derrière, tu as eu 2 exemplaires chez toi pendant un moment. Ouais. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment. Je trouve que voilà, c'est ces bouquins-là qui te disent que la bande dessinée, c'est pas juste un truc de gosse, quoi. Ça peut avoir un propos qui est profond, qui peut t'envoyer des trucs de ouf dans la gueule, et tu fais, mais waouh! C'est très, 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 très fort. C'est très fort. Et dans le découpage de l'histoire, il y a rien où il y a une erreur, quoi. Ça va à la bonne vitesse, et puis alors quelle vitesse? Il y a pas un ralentissement, ça vous prend et il y a une forme d'accélération, je trouve, tout du long, et on peut pas s'extraire du récit. On est totalement captivé, la pince elle vous a attrapé et elle vous tire jusqu'au bout du récit, quoi. C'est voilà, un tour de force. I Kill Giants de Joe Kelly et Ken. Oui, je parle comme je veux, je t'emmerde. Et Ken Nimura. Le coup de cœur. Ouais, le coup de cœur, il y est. Non, mais je l'ai déjà écrit. C'était une évidence par nos propos. Voilà. Alors on est d'accord. Allez, passons. Sinon, je quitte la table. Voilà, passons à Spirou.
Alors, oui, on passe à Spirou. Alors, Spirou, comment te dire, c'est pas vraiment un Spirou, quoi, en fait. C'est Fondation Z. Donc, on va suivre Spirou, mais pas Spirou, en fait. C'est un autre Spirou. On est plus proche de Valérian que de Spirou, en fait. Hein, On est dans le futur. on est dans le futur. Et donc, on a Spirou qui enquête discrètement sur les agissements d'un organisme particulier, la Fondation Z. Et sa sœur, Sécotine, je n'ai pas dit de conneries. Sa sœur, Sécotine. Prends pas cet accent à la con, parce que déjà, quand ils le font pour les marques de lessive, ça me saoule. Voilà. Arrête. Tu veux que je fasse les cigales en même temps Non plus. Pour Juste normal. le chat machine. Donc, sa voix comme de d'habitude. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc sa sœur, Sécotine, si j'ai pas dit de conneries, hein, c'est peut-être pas à cause de l'accent, grille sa couverture en entrant, elle aussi, dans l'univers de l'enquête. Et donc on a une grosse revisite qui dépoussière ou qui dénature. Et là, ça va dépendre de où est-ce que vous vous positionnez en tant que fan ou en tant que newbie comme moi de Spirou. Donc ça dépoussière pas mal le petit bonhomme rouge et l'ensemble de son univers et des relations entre les personnages. Alors moi je me positionne du côté du newbie. Pour faire simple, cet album, ça pourrait être un album 0, c'est-à-dire qu'on va vous donner... Je valide. Donc après vous aurez compris l'avis du fan et de l'expert en Spirou. Moi je ne suis pas du tout ni fan ni expert de Spirou. Ce qui m'a dérangé, c'est le traitement graphique qui est radicalement différent d'un Spirou classique. C'est normal, hein, on est dans les Spirou par. Enfin, c'est demander aux auteurs de donner leur version de Spirou. C'est ça. Et là, on est dans un Spirou qui est de grande taille, qui est athlétique, qui rêve d'être un espion de xème degré. Voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est clairement autre chose. Les relations également avec, je sais plus comment il s'appelle, Champignac. Ouais, Champignac. Ouais. Sont aussi très différentes avec Zorglub, machin. Donc tout est radicalement différent. Tous les codes de Spirou sont tordus, sont cassés. Personnellement, je n'ai pas suffisamment l'habitude de Spirou pour que ça me choque outre mesure. Maintenant, ça m'a quand même interloqué parce que j'ai un petit peu de connaissance de cet univers-là. Maintenant, le final, moi, m'a plu. Voilà, la différence, je pense, est là, c'est que moi, le final m'a plu et je l'ai trouvé intéressant, à défaut d'être exceptionnellement... waouh, je l'ai trouvé très intéressant et bien foutu parce que les pièces, retournement à la fin. parce que les pièces de puzzle s'emboîtent très très bien, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, moi je me place du côté du novice. Et là, je vais laisser la parole aux fans de Spirou, monsieur qui est allé quand même à l'ouverture du parc, qui dort avec un petit chapeau de groom, faut le savoir. Mais qui n'a pas vu le film. Quel film? Tu l'as perdu de ta mémoire. Alors, Fondation Z. Donc c'est Denis-Pierre Philippi au scénario et Fabrice Lebeau au dessin. Bon, moi le dessin, j'ai trouvé ça très bien. On est dans un Spirou par. Les mecs, ils sont là pour donner leur interprétation du personnage. Donc on va prendre Spirou et Fantasio et on va réadapter pour montrer une facette du personnage différente, raconter quelque chose de différent avec le personnage. Sauf que là, Denis-Pierre Philippi, il a dit non. Le personnage, je n'ai rien à foutre. On va prendre un gars qui lui ressemble et qui s'appelle Spirou, mais c'est pas le même. Il n'a pas le même caractère, il n'a pas la même personnalité. Puis on met des personnages autour. Ils ont les mêmes noms et les mêmes têtes, mais c'est pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes caractères, les mêmes personnalités. C'est comme si en gros il avait pris des acteurs. Il avait pris, je sais pas moi, il avait pris Gérard Depardieu pour jouer Daredevil, tu vois. Ça marche pas vraiment. Ça n'a pas de sens. C'est un peu ridicule. Et c'est là que ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que le final ne m'a pas choqué. Le final est une idée intéressante. J'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est tout le déroulement où c'est pas une version de Spirou par. L'impression que ça m'a donné, c'est j'avais une histoire qui traînait dans mes cartons, je vais la raconter et à la fin, je vais faire un petit truc pour dire regardez, c'est Spirou. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et ça m'a énormément déçu parce que j'ai trouvé que c'était un peu trahir le concept de la série, entre guillemets, et utiliser d'un procédé vraiment un peu bateau pour retomber sur tes pattes à la fin, quoi. Je dirais pas que ça servait à retomber sur ses pattes.
Mais c'est vrai que ça, le côté qui est extrêmement détaché de l'univers classique de Spirou pourrait faire penser à j'avais de toute façon une autre idée en tête, on me propose un Spirou. Comme je le disais au tout début, on m'aurait proposé un Valérian, on m'aurait proposé un Blueberry, on m'aurait proposé un... Voilà. Le scénario se serait réadapté à ça et à la fin je fais une pirouette. Je fais un grand retournement de situation pour faire un effet waouh et faire coller ça à l'univers classique. En plus, un effet wow qui a déjà été vu dans Rage de G2. Je veux pas trop en dévoiler. Oui. Thio, ce Fondation Z, toi qui es de l'entre-deux. Entre le fan invétéré de Spirou et le newbie. et le newbie, voilà. J'ai pas. Alors je suis déjà. Enfin, j'ai suivi Fabrice Lobo parce qu'il a fait Le Mangeur d'Histoire et Horologium. C'est très joli. Qui est dans le même style graphique. Oh, tout à fait, totalement. Il reste dans sa patte. C'est le Spirou avant. Ok, c'est une sorte de préquel à Spirou. Et en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu dans un Star Wars épisode 1 où on parle de midi-chloriens. Et Non, non, il n'y avait absolument pas de course de module dans celui-là. si, ils font la course en taxi. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. C'est pas une course de module. Bon, mais voilà, en fait, grosso modo, j'ai eu l'impression de lire La Menace Fantôme en version Spirou, et franchement, ça m'a pas emballé. Voilà. La menace Spirou. Je suis désolé, la menace Spirou n'a pas fonctionné, et en plus, il n'y avait même pas un méchant rouge avec un double sabre laser, donc bon, bah non. Voilà, et une musique qui déchire. Exactement. Mais c'est la musique qui déchire dans le numéro 1. C'est ça. Bon, ben, voilà, donc... pas convaincu, putain de câble, de souris de merde, que j'arrive pas à arriver dans les menus. J'avais pris de l'avance. Tu n'avais qu'à prendre ton putain d'ordi. Oui, je sais. J'aurais aimé si je ne l'avais pas oublié. Mais c'est pas grave. Raté la sortie. Voilà. Mais tu pourrais être rassuré, parce que le 25 octobre, la L2 ouvre officiellement. Oh, j'attends de voir. L2, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Oui, mais là, nous sommes là pour parler de Batman par Matt Wagner. Batman et les monstres et Batman et le moine fou. Donc, c'est deux bouquins qui étaient sortis dans la collection. C'est Matterhorn qui sortait en kiosque. Ouais. Eagle Moss, pardon. Eagle Moss. Eagle Moss Collections. Et bah, j'aime bien Matt Wagner. J'étais curieux de ce que ça racontait. Alors, je les ai pris parce que j'ai pu les avoir pas cher. Merci, Thio. Je remercie surtout le papa d'élève qui m'a aidé. Batman et les monstres et donc le moine fou, donc deux histoires qui se suivent, qui s'enchaînent. Des meurtres horribles sont commis à Arkham, à Gotham, pardon. Et c'est presque pareil. C'est presque pareil. Et en fait, Et dame. et là pour le coup, c'est vraiment du meurtre où en fait on ne retrouve peut-être pas toujours en fait les victimes en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a que des morceaux, le reste a disparu, mangé, mouachouillé, on ne sait pas trop. Voilà, il y a des monstres dans Gotham. Et donc, Batman, forcément, va faire office. Il va chercher là. Pourquoi du comment? Oui, mais à quelle époque se trouve-t-on? C'est ça le truc intéressant. On est dans une époque où Batman donc, a une copine. Puis il débute. Il est le jeune Batman. Ouais, et surtout, c'est que du coup, Gordon est aussi toujours. L'inspecteur Gordon, pardon, est présent déjà. Mais il est aussi dans une police qui est totalement vérolée par la pègre et où le commissaire principal est payé par la pègre et où presque tous les flics sont des ripoux. Donc il y a Batman a peu d'aide et la ville de Gotham a vraiment pas beaucoup de gens qui essayent que ça aille mieux. Il n'y a pas encore le Bat-Signal, il n'a pas encore d'armure, enfin, on vous parle d'un temps que les moins de foufou ne peuvent pas connaître. Hein. Et du coup aussi, Gordon est mal vu de la part de ses collègues flics, parce que ceux qui sont payés par la pègre, forcément, voient d'un mauvais œil un flic qui veut faire son travail juste de manière propre. Voilà, on va suivre donc Batman qui va essayer d'enquêter sur ces monstres. Ces monstres vont le faire remonter sur une lutte entre deux personnes de la pègre qui vont ensuite l'amener à rencontrer un autre personnage, un grand méchant qui s'appelle le moine fou. Bon, je fais un résumé au passage, on a le rapide. Doctor Strange. Oui. Enfin, Hugo Strange. Docteur. Oui, il est docteur, mais on évite de dire Doctor Strange pour pas faire la confusion avec celui de Marvel.
Voilà. Après, bon, c'est pas graphiquement, je trouve, alors, c'est un style ancien, mais qui est nouveau. C'est un peu ça, je pense. Je sais pas quelle année c'est Wagner, oui, c'est récent, c'est les années 2000. Du coup, je regardais, c'est début 2000. Ouais. Voilà, mais ça fait, moi je trouve que le style fait rétro, mais tout en étant nouveau, parce que du coup, t'as quand même une colorisation qui est quand même assez sympathique. Oui, puis une mise en scène aussi. Une mise en scène qui est quand même beaucoup plus dynamique que ce qu'on pouvait avoir avant. Au niveau de l'histoire, bon, on est sur du Batman classique qui m'a pas non plus fait trépigner d'impatience. C'est pas non plus un truc de malade. Et bla. C'est bavard, mais pas trop. Après, je trouve, voilà, c'était. C'est Batman, ça c'était peut-être pas l'habitude de Batman. Mais Batman, il y a toujours des voix off qui s'arrêtent jamais. Parce que Batman, il a beaucoup de voix dans sa tête. Oui, mais alors, on en a parlé, les Batman saga, quand même, qui sont plus récents, mais qui en même temps datent maintenant. Les premiers Batman saga, ça fait pas que son année maintenant que c'est sorti. Mais il y a beaucoup de voix off. Oui, il y a beaucoup de voix off, mais le dessin est quand même. Oui, le dessin est différent. Mais il y a beaucoup, ça a toujours été très verbeux, Batman. Et moi, j'ai trouvé, ou alors c'était moins chiant, peut-être. Ça parlait autant, mais peut-être moins chiant. Ça m'a moins choqué quand je lisais les Batman saga, tu vois. Là, celui-là, ça m'a paru long. Voilà. Pas inintéressant, mais long. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est dans un Batman hommage. Déjà, Matt Wagner est allé chercher des vieilles intrigues des premiers Batman, en fait, des premiers détectives comics, qu'il a remis au goût du jour. Et on est dans une continuité de Year One. Donc Year One, qui pour le coup était un chef-d'œuvre par Miller et Mazzucchelli, qui était vraiment génial. On est dans une continuité un peu graphique, dans le style. Il y a cette recherche, ce côté un peu old school. Et puis aussi le côté, ses débuts de Batman. Et plus intéressant que les enquêtes et les intrigues qu'il a derrière, c'est tout le côté autour de ses relations sociales. Ce côté de Bruce Wayne. Dans ces deux tomes-là, on voit que d'un point de vue baston, il n'a pas encore tout son équipement, il a encore plein de failles et il n'est pas encore au top, quoi. Mais dans ces deux tomes-là, il essaye d'entretenir une relation sérieuse avec une jeune femme. Et c'est un peu, pour moi, ces deux tomes, c'est ce qui va t'expliquer pourquoi il réessayera pas forcément après. Ouais. Parce que c'est un peu compliqué. C'est pas évident. C'est là qu'il en prend conscience. Ouais. Quand la bonne femme te voit torse nu, tu dis mais tu t'es fait ça comment ces blessures je me suis fait mal au cricket, au polo là. Voilà, bref. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais ce côté hommage, et puis en plus avec des thématiques, les monstres, le moine fou, qui font vraiment pulp à l'ancienne. Ah oui, pulp très à l'ancienne. Oui. Voilà. Cette narration qui reste assez moderne et dynamique, même si effectivement c'est bourré de voix off, mais pour moi c'est un peu une des règles de Batman. C'est le truc que j'ai toujours trouvé un peu chiant dans Batman. Mais ça fait partie de ça. Et sans être exceptionnel, je trouve que c'est montré un côté intéressant et que j'avais pas forcément vu ailleurs. Parce que il est jeune, il est beau, il est athlétique, il peut avoir toutes les filles à ses pieds. Et puis, c'est quelqu'un qui peut-être a aussi envie de se construire une vie et il essaye. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment intriguant et intéressant à ce niveau-là, sans que ce soit le meilleur Batman que j'ai lu. Ça, je l'avoue grandement. Ouais, le côté hommage était intéressant et comme tu l'as dit, voilà, moi ce que j'ai bien aimé c'est le côté construction sociale, les origines du Batman, pourquoi est-ce que finalement par la suite il ne va pas réessayer d'avoir une vie sociale. Mais bon, voilà, c'était pas essentiel, mais intéressant mais pas essentiel. On ressort les vieux dossiers. Akira. Ça fait je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on chronique Akira. Peut-être dans les tout premiers. Alors, les tout premiers, on avait déjà fait Akira, c'est sûr. Ouais, la première fois. Est-ce qu'on l'avait pas fait sur une nouvelle Non, il n'y a plus de réédition. Mais donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on fait Akira. Donc on va y revenir dessus parce que ça reste un des chefs-d'œuvre du manga, une des premières bandes dessinées japonaises qui arrivait en France. Donc historiquement, c'est une certaine importance. Sauf que jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était la traduction de l'adaptation américaine d'Akira. Donc, faut savoir que c'est une bande dessinée qui a très bien marché au Japon, qui a voulu être importée en France par Jacques Glénat lors d'un voyage au Japon, parce qu'il a trouvé ça vachement bien. Même sans rien y comprendre, tu feuillettes, c'est quand même, graphiquement, c'est plutôt balèze. Sauf que, à l'époque, on n'avait pas forcément autant de traducteurs japonais que ce qu'on a maintenant.
Et donc ils avaient chopé la version américaine où tout avait été remis dans le sens de lecture européen. Toutes les onomatopées avaient été redessinées. C'était Stan Barrett, donc un grand spécialiste de la science-fiction, qui s'était chargé de faire la traduction, mais depuis l'américain. Et puis je me suis amusé avec cette réédition-là, donc de Glénat, qui sort en grand tome, il y a 6 tomes qui sont prévus, qui est autant respectueuse que possible de l'édition japonaise. Donc on garde les onomatopées japonaises, même si elles sont entre guillemets sous-titrées, comme on le fait maintenant dans beaucoup de mangas, on garde le sens de lecture japonais, et c'est une nouvelle traduction depuis le japonais. Et c'est là que c'est assez impressionnant, parce que je me suis amusé à sortir mon vieil Akira, qui était colorisé par les Américains en plus, début de la couleur informatique, d'un point de vue historique. Mais d'un point de vue historique, c'est intéressant, parce que oui, c'était plutôt pas mal. Et là, tu regardes et tu fais « Ah, c'est marrant !» Mais là, il y a un gros encart avec du texte. Dans la version japonaise, il n'y est pas. En gros, tu as l'impression que les Américains, ils se sont dit « Oula, c'est trop compliqué, ils vont rien comprendre les gens, on va rajouter du texte pour expliquer. » Et tu perds vachement en dynamisme, en fait. Et maintenant, qu'on a l'habitude de lire dans le sens asiatique, etc., ça marche vachement bien. Alors, Akira, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un gamin qui a une petite bande. Ils sont tous dans une sorte de centre de réinsertion. On est dans le futur, à Néo-Tokyo, parce que l'ancienne ville de Tokyo a été atomisée par une grande explosion qui avait amené à la Troisième Guerre mondiale. Et donc, il fait des raids à moto avec ses potes, et alors qu'ils sont en train de faire les cons, parce que c'est vraiment des petits cons. Il manque d'écraser Tetsuo, donc un des membres de la bande, manque d'écraser un gamin, mais avec des traits de vieux, tu vois, qui a un 28 tatoué dans la main. Et à partir de là, tout part en vrille. Car l'armée commence à se jeter aux trousses de ce gamin. Eux sont au milieu. Keneda, le chef de la bande, se retrouve emmêlé avec une histoire de résistant parce qu'il t'explique qu'il y a des trucs secrets qui sont en train de se faire. On ne sait pas pourquoi. Que Akira va se réveiller peut-être à nouveau et que ça fait peur. Tu ne sais pas pourquoi. Yes. Que le cratère du cataclysme précédent, ils veulent le transformer en stade géant pour les prochains Jeux Olympiques, mais que peut-être qu'en fait, il cacherait autre chose dedans. Et donc, tu es entre l'action, l'espionnage, les histoires de gangs de moto, les petits cons qui n'arrêtent pas de se droguer, de se shooter parce que c'est des petits cons, des dialogues super ciselés. Et ce qui m'a surpris en le relisant, c'est que c'est d'une modernité et d'un dynamisme. C'est un pavé. Je l'ai, mais dévoré d'un bloc. Là, récemment, on n'a toujours pas chroniqué Ghost in the Shell parce qu'on a essayé de le relire. Ghost in the Shell, j'avais adoré à l'époque, mais alors qu'est-ce que c'est chaud maintenant à lire ? Qu'est-ce que j'ai galéré ? Surtout que le tome 2 est pire que le 1, quoi. Voilà. C'est trop difficile, je trouve. Et Akira, le sujet est classique, hein, ça parle du traumatisme atomique, de se reconstruire, aussi de ces jeunes qui essaient de devenir adultes derrière. Et c'est de la jeunesse rebelle, enfin... Ça marche toujours aussi bien, c'est toujours autant d'actualité, ça a très bien vieilli. Voilà, pour moi, c'est vraiment... tu sais, tu te dis, je vais le relire et je vais avoir un peu mes souvenirs de gamin qui vont revenir et je vais être gâché parce que je vais me souvenir de ce que j'avais lu, gamin. Et pas du tout. C'est toujours aussi bon. Thio. Je valide entièrement ce que tu viens de faire. C'est exactement ça. Et oui, il est toujours aussi bien et c'est toujours aussi agréable de relire Akira. Je crois que il y a 2 mangas que j'arrive à relire encore avec autant de plaisir, c'est Gun et Akira. Oui. Et les autres, parce que les autres, voilà, je trouve que ça c'est plus pareil. Ghost in the Shell que j'avais lu avant, là je suis au tome 2 et j'ai trop de notes de bas de page. Mais je me fouette pour essayer d'avancer, mais j'y arrive pas, parce que c'est ultra dense, il y a trop de références de partout. C'est chiant. Alors que Akira, finalement, ça, je trouve que c'est vraiment une lecture qui est très très fluide, très agréable. Après, voilà, j'ai pas pu faire la comparaison comme toi tu l'as faite entre la première version que j'avais lue. Je te passerai, tu vérifies. Et celle-ci, mais... J'ai un truc de la version noir et blanc qui est sorti en kiosque aussi qui traîne. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment une valeur sûre et je crois que c'était avec Guillaume de la BDR dont on parlait. Et ouais, je pense qu'en fait, il faut avoir une édition d'Akira chez soi. Ça fait partie, je pense, des piliers obligatoires d'une bibliothèque de bande dessinée. Et on n'a pas parlé du dessin parce qu'on s'est un peu attaché au scénario, mais alors...
ce travail des décors. Alors, je sais pas s'il avait une armée d'assistants, les mecs, c'était les gars à la règle, quoi. Quand il te montre un plan de ville avec je ne sais pas combien de milliers de fenêtres, quand il te montre ces véhicules qui ont des designs vachement cool, ces personnages, il y a un dynamisme, une patate. Non, c'est énorme. Voilà. Akira de Katsuhiro Otomo. Nouvelle édition donc chez Glénat. On reviendra un peu sur les prochains tomes parce que pour le coup ils arrivent au compte-gouttes, sans doute dans de l'Express, et puis on vous donnera notre avis intégral sur la saga complète quand le tome 6 sera sorti, je pense. Tu penses qu'il y aura un climax, un truc comme ça à la fin? Ouais, enfin à la moitié il se passe. Oui, si vous avez vu le film, sachez que le film c'est que le début de la BD. Ça va pas très très loin. Il se passe des trucs, tu fais ah ouais, je m'attendais pas à ça, mais on en reparlera en temps voulu. Voilà. Solo, tome 3 d'Oscar Martin, Le Monde Cannibale. Je vous rappelle que donc Solo... Martin. Tu vois, tu parles de ma prononciation. Oscar Martin. Tu parles de ma prononciation, tu vois. Oscar Martin. Fais des efforts. C'est Martin dans le désert. Ok. Donc Oscar Martin, donc, qui est espagnol, certes, mais bon, après, comme il a 2 noms français, je peux faire la française si j'ai envie. Je vous emmerde. Non, mais ok, ouais. Donc on est dans un mode post-apo où les animaux, donc les souris, les rats, les gorilles, les chiens, en fait, sont devenus, on va dire, sont humanisés. Et les humains existent toujours. Mais on va dire chaque espèce va essayer de survivre du mieux qu'elle peut dans un univers où il n'y a plus trop à bouffer, où c'est un peu la loose, quoi. La jungle. Et on suit l'histoire de Solo, donc une souris qui déchire. Bodybuildé. Ouais, qui déchire, quoi. Mais surtout qui cherche une famille, qui cherche quelque chose depuis les 2 premiers tomes, et qu'il a trouvé au début de ce tome 3 où, en fait, voilà, il avait une famille, mais on lui a volé. Donc forcément, il part à la recherche, il suit les pistes, et finalement, ce qui va trouver les aléas de l'histoire vont l'amener à rencontrer d'autres personnages, dont un bébé chien, et voilà. Je vous raconte pas la fin, mais du coup, j'ai été assez surpris, parce que je vais pas reparler du dessin qui est, je trouve, toujours de ouf et qui me fait toujours autant kiffer. Mais la fin, donc, parce que c'est la fin du cycle de Solo, il n'y en aura pas d'autre, je pense, ça déchire. Voilà, ça déchire parce que je m'attendais pas à ça. Et vraiment bien mené, vraiment sympa. Il faut imaginer un Mad Max ou un Conan le barbare. Un mix des deux, qui se terminerait par des réflexions sur la parentalité, des réflexions sur l'avenir, des réflexions sur... c'est ça Conan le barbare, si vous remarquez. Oui. Oui, en un peu moins fin, si je puis me permettre. Putain, ça y est, l'autre il trash. Par Chrome. Par Chrome, mais que dis-tu? Non, voilà, moi je trouve que c'est ce paradoxe entre un univers ultra brutal, un héros qui est lui-même extrêmement brutal et qui est un survivaliste permanent, et les questionnements, parce qu'il y a quand même beaucoup de narration qui se passe dans sa tête. Quand il est au milieu d'une part, je pense que tu peux avoir... Comme dans les débuts de Conan, finalement. Ouais. Mais là, c'est Batman, en fait. Mais putain, c'est Batman, ça ma cape. Sauf que voilà, il y a ce paradoxe, il y a cette contradiction quasiment permanente, cette dichotomie entre ce qui se passe dans sa tête, Cotomie. Merci Pierrick, et la réalité des faits et la dureté du monde qui l'entoure. Voilà, c'est Platon chez Conan, quoi. Ce garçon, il a une... Alors oui, il est en recherche de lui-même, il est en recherche d'une famille, il est en recherche de postérité, mais il est avant tout en recherche de quiétude, et tout ce qu'il aura vécu toute sa vie, c'est se battre pour survivre et manger un morceau de bidoche avarié, quoi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est Ohana, quoi, c'est tout. Oui. Voilà. Ouais. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce final, comme toi, époustouflant. Voilà, époustouflant. Je pense qu'il va pas être de notre avis, tu vois, à mon avis. Je ne vais pas être époustouflant, non. J'ai trouvé le final étonnant parce que j'avais trouvé les premiers volets sympathiques, mais un peu trop gratuits, un peu trop faciles dans les thématiques, un peu,
c'était sympa, mais pas grandiose. Là, effectivement, ça gagne un peu en profondeur, ce qui est intéressant. Mais je suis pas resté bouche bée là-dessus. J'ai trouvé ça bien, mais ça m'a pas branché plus que ça, quoi. J'ai pas accroché à cet univers, en fait. Je trouve qu'il y a un fond qui manque, Il manque Spirou. Non, c'est pourquoi? C'est parce que c'est Gatch qui a pas pleuré à la fin de Conan le Barbare. Voilà, c'est tout. Si. Voilà. Non, mais tu vois, tu le sens bien. Il a pas. Il te dit qu'il a pleuré à la fin de Conan. Ouais, non, mais il a pas la fibre. Il a pas la fibre qu'il faut, je pense. C'est ça le truc. C'est pas le client. C'est pas le client. Voilà, donc non, c'est bien foutu, c'est bien écrit, et je pense que les admirateurs du genre comme vous vont être à fond, que ça vaut le coup, mais non, je suis pas aussi enthousiaste, on va dire. Écoute, ok. Voilà. Moi, pour autant, à la base, Mad Max, c'est pas du tout ma tasse de thé. Conan, j'adore le voir le revoir parce que c'est une époque, c'est comme les Goonies. Tu as juste besoin d'un nouveau héros. Non, c'est que je suis fan de Schwarzenegger, en fait. Non. Tu vas parler de Mad Max. T'as foiré un truc. C'est pour Conan. Donc voilà, c'est un truc. À la base, c'est pas censé me faire kiffer, quoi. Et pour autant, voilà, j'ai accroché. J'ai trouvé la façon de raconter intéressante. J'ai trouvé le dessin très bon aussi. C'est toujours très bon. Toujours très très bon. Il n'y a pas 2 scènes de combat qui se ressemblent. Et pourtant, des combats, on en a mangé en 3 tomes. C'est très bien fait. Il n'y a rien qui est dans la facilité, moi, je trouve, dans ces 3 bouquins. Voilà, moi, je dis un grand merci à M. Martin. Solo, donc le tome 3, et c'est chez Delcourt. Chez Delcourt. Et on passe à Invincible, tome 22, les gars. Invincible, tome 22. 22, attends 2 secondes, parce que bien sûr, tu m'as pris la souris, tu m'as pas mis sur l'onglet. Sur le bon onglet, hein, parce que voilà, du coup, voilà, Invincible. Numéro 22. Donc Invincible numéro 22. Dans le 21, pour rappel, on avait des petits problèmes de famille. Voilà. Robot avait pris possession de la Terre. Et on va remettre le contexte. Au moins présenter les personnages principaux qu'on voit où on en est. Parce que... pardon. Donc on est dans une famille de super-héros. On suit le fils Marc qui est marié avec Eve, Atom Eve. Ou ex-Atom Eve, puisqu'elle a un peu arrêté. Surtout des super-héros. Qui sont tous donc des super-héros. Le père de Marc est un extraterrestre qui a été venu pour conquérir la planète et qui finalement s'y était attaché, mais il a quand même voulu la conquérir, mais finalement non. Bref, il s'était mis sur la gueule avec son fils. Parce que c'est un Viltrumite. Un Viltrumite, oui. Et en un seul mot. Merci Mathieu. Et donc c'est lui qui avait quand même gagné le combat. Ils ont fait des connaissances interstellaires, intersidérales avec d'autres grands gentils ou d'autres grands méchants, notamment d'autres Viltrumites qui ont essayé de conquérir la Terre. Les Viltrumites, globalement, ils sont tous méchants. Et les Viltrumites sont tous méchants. En fait, les Viltrumites, c'est des conquérants, quoi. Voilà, mais des conquérants un peu parasites quand même, parce que on s'approprie les planètes, on s'approprie les technologies, on s'approprie tout ça. Mais bon, ils bénéficient, c'est un peu comme des Super Saiyans, de pouvoirs quand même très considérables par rapport à la majorité des autres populations. Et donc dans le précédent tome, Robot, dans un autre super-héros. Robot, un autre super-héros, mais franco-terrien, enfin terro-terrien, avait, grâce à un saut temporel, vu des choses dans le futur et avait compris que il fallait agir d'une certaine façon pour mettre en place la paix, l'harmonie, le bonheur sur Terre. Tout ça au prix de en fait je suis dictateur. Et bien sûr les défenseurs de la grande liberté, de l'idée de liberté que sont Marc et ses comparses n'ont pas pu supporter ça. Surtout que ça marche. Mais en le fait, coup de robot. Mais le problème c'est que ça marche, quoi. Ça marche pour l'instant. Oui, mais ça marche après. Mais ça marche. Alors après, sur la longueur, on n'en sait rien. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont marché au début, mais après, ça grippe un peu, quoi. En attendant, pour l'instant, ça marche. Et donc, du coup, la population, oui, ok, elle doit respecter tout un tas de règles, mais finalement, c'est pas tant la population qui doit respecter les règles que les super-héros ou les super-vilains qui se font dézinguer la gueule par les armées de robots. Oui. Parce qu'il peut contrôler plein de robots à distance. Et donc voilà, il y a une espèce de monde comme ça qui se met en place. Pendant ce temps, Marc et Eve, eux, décident de fuir la Terre
pour aller s'installer sur un autre monde qui est dirigé par un de leurs amis qui les a aidés contre le père de Mark, et qui est devenu une espèce d'empereur galactique, mais des gentils. Voilà. Et donc il leur présente ce nouveau monde et Mark et Eve essayent de s'y habituer. Alors, on voulait parler au début d'Invincible, on voulait le mettre en express, mais Tizak nous a dit, moi, je veux le mettre pas en express. Ce tome 22, il y a vraiment quelque chose à en dire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé? Mais moi, je trouve dans que ce tome 22, le pitch du tome. Le pitch du tome, donc sur Terre, on a toujours donc Rex et robots qui nous maintiennent une paix durable, et de l'autre côté, on a le Viltrumite restant, Srag. Non, mais c'est Freddie Mercury, je veux dire, le mec, il se le cache pas. T'as adoré la moustache, toi. Hein. Non, mais il a la moustache, il a le manteau avec il s'est fait exprès. Donc on a Freddie Mercury, alias le dernier des Viltrumites, qui est en train de remonter sa petite armada, quoi. Après avoir quand même dézingué le fauve de combat, qui était l'un des plus grands combattants de tout l'univers, et il l'a absolument dézingué, quoi. Ça, Oui. non sans mal. Le combat a duré plusieurs jours. Voilà, Oui, non sans mal, mais Oui, le fauve de combat, c'était. le fauve de combat, c'était une icône, quoi. C'est comme battre Superman, quoi. Et donc, il s'est fait de la peau du fauve de combat sa cape. Voilà, ça montre un petit peu on est un peu à l'ancienne avec Thrag, hein. C'est l'Hercule de son peuple. C'est ça. Et donc là, il est en train de se remonter son armée, et donc le copain dont j'ai oublié le nom là, qui n'a qu'un œil, Allen, c'est Allen ça. l'alien. Allen l'alien qui n'a qu'un œil, doit gérer la situation avec des détracteurs de sa politique, des points d'appui dans sa politique, etc. Et au milieu de tout ça, gérer sa femme, gérer les enfants, gérer ses amis, etc. Pour moi, c'est un bouquin important, celui-ci, parce que c'est un redémarrage, c'est un reboot. Mark se voit offrir la possibilité, par le biais d'un voyage temporel, la possibilité de recommencer sa vie et de reprendre certains éléments de l'histoire différemment. Et il y a des choix cornéliens qui lui sont proposés ou qui lui sont imposés. Et je trouve ça intéressant de voir comment ce personnage a évolué. Du coup, on est au 22e tome. Il lui est arrivé une palanquée d'événements dans la gueule, et c'est au sens propre. Il est passé d'un ado déjà à un père de famille. C'est devenu un père de famille. Et c'est peut-être le cœur de la problématique. C'est que ce n'est pas simplement un justicier intergalactique ou je ne sais quoi. Ce n'est pas simplement l'outil d'un peuple inconnu qui permet de voyager dans le temps et de recommencer certains événements de l'histoire. Il n'a plus envie de se faire manipuler. Il a plus envie de vivre une vie de père de famille et de protéger sa famille avant de vouloir protéger l'univers. En tout cas, c'est la question qu'il doit se poser. Et ce bouquin-là, je trouve, est fondamental pour ça. C'est-à-dire que c'est un positionnement éthique, c'est une orientation. Le héros est à un croisement. Et vers quoi est-ce qu'il va aller ? Le bien-être de l'univers ou le bien-être de sa famille ? Et le bien-être de sa famille, c'est sans nul doute ce que lui a envie le plus. Il n'est pas son père. Il n'est pas Thrag. Il n'est même pas Allen. Il a deux yeux. Il a deux yeux. Il envisage vraiment les choses très différemment. Il sait comment. Il a failli perdre sa femme. Il a failli perdre, je crois, son enfant sur une histoire d'empoisonnement, etc. D'allergie. Ouais, ça, les allergies chez les bébés, c'est chiant, quoi. Les allergies alimentaires, surtout quand tu connais pas la nourriture locale. C'est ça, c'est un peu compliqué quand même. Et donc voilà. Donc on est sur un positionnement de héros. Comment notre héros va évoluer ? Ce choix-là, à mon avis, il va définir comment le héros va se positionner pour la suite des prochains tomes. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de prochains tomes, ceci étant. Non. Alors, moi, je sais que Kirkman a prévu la fin de la série. Je crois qu'il reste 2 tomes. Donc, ça va aller très, très vite. Et je trouve qu'il continue à s'amuser avec les codes de la BD de super-héros. C'est un peu ce qu'il a fait dès le départ. Prendre un mélange entre Superman et Spider-Man sur les thématiques. Donc, le jeune ado qui découvre des pouvoirs, des grandes responsabilités, mais il a les pouvoirs de Superman et des conquérants de monde et tout ce que tu veux.
Donc il y a un peu tout ça. Et il s'est amusé à jouer beaucoup de ces codes, de ces histoires de narration, surtout d'une structure croisée avec plein de petits arcs qui sont entremêlés à la Claremont, comme faisait Chris Claremont sur les X-Men. Sauf que lui, il se permet, c'est ce que j'avais déjà dit, je pense, de prévoir d'aller au bout de ces arcs. Parce que Chris Claremont, il y a certains arcs, 2-3 ans après qu'il ait quitté les séries chez X-Men, ils s'étaient toujours pas réglés, tu vois. C'est du suspense. Ouais. Donc en gros, tu te retrouves sur quelque chose d'intéressant. Et effectivement, dans cette bande dessinée, dans ce tome-là, il se pose la question aussi de la continuité en bande dessinée, parce qu'il a fait le choix d'avoir un personnage qui vieillit avec le temps qui passe dans la. Il prend un mois tous les mois, en gros, hein, je résume, même si des fois il prend un peu plus, parce que bon, il y a des histoires d'autres dimensions et de voyages temporels, etc. Mais globalement, ta série, quand tu sais plus trop quoi faire parce que tu penses que tu as trop changé le principe de base, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un reboot. Tu recommences à zéro. Tu refais un épisode où d'un coup il a retrouvé les pouvoirs de tout début de la série. Il redevient un jeune étudiant plutôt que d'être le père de famille, machin chose. Et je pense que là, c'est aussi une possibilité de donner un clin d'œil à un passage sur Spider-Man qui avait beaucoup déplu. C'est qu'à un moment donné, c'est une saga depuis Spider-Man qui s'appelait Brand New Day, où alors que Spider-Man, après la guerre, Civil War, voilà, avait révélé son identité, qui était avec Mary Jane, qu'il allait se marier, etc. Suite à un truc mais qui semblait vraiment incohérent aux gens, d'un claquement de doigts. Et ben d'un coup, les gens ont tous oublié qu'il avait révélé son identité, il n'est plus marié à Mary Jane, il est recélibataire, et on repart à zéro. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les séries au long cours, et je pense qu'en faisant ça, il s'est dit, tiens, je vais essayer de trouver un moyen un petit peu malin, parce que là, le coup est un peu malin, entre guillemets, de faire ce genre d'effet-là. Et moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est ce qu'il va en faire par la suite, surtout qu'il a prévu de finir sa série dans pas longtemps. En général, le reboot, c'est ce que tu fais quand ta série s'essouffle. Et prévoir de finir ta série 12 numéros plus tard, hein, parce qu'en gros, c'est 12 numéros plus tard, quand tu t'es dit, tiens, je vais utiliser le truc de quand ma série s'essouffle, je trouve que c'est assez intelligent de sa part. Et j'espère qu'il va nous offrir une fin à la hauteur de cette idée un peu maligne, qui lui permet de parler de quelque chose qui est important dans les comics, sans en abuser. C'est ça, moi je trouve qu'il n'a pas abusé. Il s'en sert pas comme d'un artifice facile. C'est là que je trouve que c'est un élément qui me plaît, qui m'a vraiment intéressé, et j'attends vraiment la suite avec grand intérêt. Thio, vous n'avez pas entendu? Donc pour moi, il se passait pas non plus tant de choses que ça en fait dans ce tome-là. Donc quand on a eu les discussions justement, est-ce qu'on le met en express, on n'est pas en express, bon, c'est ça que vous pensez quoi là, pour lui il y avait quelque chose d'important qui se tenait dans cet appel. Moi j'avais pas la sensation de, donc bon, ouais, on est toujours dans la continuité, c'est toujours sympa. Maintenant je suis pas non plus sûr que voilà, se méritait d'en parler autant. Oui. Pour moi, voilà, cet épisode-là n'était pas non plus un truc énorme. Il y a de bonnes idées, mais c'est vrai qu'on est plus dans l'attente du final, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je comprends peut-être que T, qui est peut-être moins lecteur de comics que nous, qui cet effet-là du reboot et compagnie, il ne l'a pas eu en fait. Si, c'est pas la première fois que je subis un reboot, parce que souvent tu le subis le reboot. Oui. Parce que c'est très mal fait. Oui, mais enfin en même temps tu ne le décides jamais. Hein. Sauf que là, c'est fait de manière intelligente. C'est visuellement. Hein, je suis en train de leur montrer la dernière planche. Voilà. C'est pas la dernière. Ouais, oui. Quasiment. Non, ce n'est pas la dernière. Oui, il reste encore plein derrière. C'est un élément qui est que je trouve absolument décisif, quoi. Voilà. Et celle-ci, la toute dernière, effectivement, voilà, on n'est pas sur un reboot de facilité, on n'est pas sur un reboot non, je sais plus quoi raconter, on recommence et on met tout à plat, quoi. Non, c'est un choix scénaristique. C'est en ça que je trouve ça très intéressant. Et on repart sur des bases. Enfin, je veux dire, je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu faire un express dans une forme de continuité, et faire le 22 en express, le 23 en express, etc. Parce que là, il y a une cassure, il y a un changement, il y a un redémarrage sur quelque chose de nouveau, avec de nouveaux événements de base.
Voilà, on repositionne la base différemment et on repositionne la psychologie du personnage Je pense différemment. qu'on va de toute façon devoir en reparler très bientôt. J'espère bientôt. Donc c'est Invincible, c'est par Kirkman, le scénariste de Walking Dead, pour ceux qui ne le savent pas. Ryan Otley, Cliff Rathburn et Jimmy Beaulieu, donc au dessin, couleur, Dessin, etc. couleur. Voilà. Et ça reste une excellente série de super-héros. Je pense que même Thio, qui n'était pas forcément pour le passage en chronique longue, confirmera. Oui, il faut toujours le lire. C'est toujours bien. Express. Daredevil, c'est ça? Mathieu, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Non, c'est imbattable d'abord. Ah, c'est imbattable d'abord. Oh, c'est moi qui... Excusez-moi les enfants, mais... Non, mais il met ses textes là, devant les yeux, et moi je sais plus où j'en suis. Imbattable. Imbattable. Le seul véritable super-héros de bande dessinée. Imbattable de Pascal Jousselin aux éditions Dupuis est une bande dessinée oubapesque qui nous raconte l'histoire de Imbattable, qui est un super-héros qui peut se balader à travers les cases de la bande dessinée et qui va rencontrer des super-vilains qui vont avoir des pouvoirs en lien avec la bande dessinée. Par exemple, ils peuvent passer derrière une page, ils peuvent jouer avec les couleurs pour les changer, ils vont pouvoir faire plein d'effets plus ou moins bizarres. C'est très oubapesque parce qu'on est vraiment dans l'expérimentation au niveau de la narration. C'était plutôt sympa dans le tome 1, j'avais peur que ça devienne très répétitif. Et il avait trouvé déjà dans le tome 1, dans des histoires un peu longues, quelques idées vraiment sympas pour éviter le côté répétitif. Et là, dans le tome 2, c'est pareil, il a encore quelques nouvelles idées. Je pense pas qu'il arrive à tenir 40 tomes là-dessus, parce que ça doit devenir très difficile de maintenir le niveau. Ça marche bien, c'est efficace, c'est rigolo, et puis surtout, ça nous amène à lire nos BD un peu différemment et dans des ordres un peu bizarres de temps en temps. Avec des pages déchirées, avec des trucs dans le désordre, voilà, moi je m'amuse toujours autant, c'est un petit plaisir au niveau de l'écriture de la BD. Voilà, je pense que vous n'avez pas grand-chose d'autre à rajouter. Ouais, je l'ai pas lu cette fois-ci pour le coup, je suis en train de la feuilleter. Moi j'avais beaucoup aimé, ça fait sourire, c'est toujours intelligent et intéressant. Après on est vraiment sur l'exercice de style, quoi. Ouais, et puis c'est le côté du petit super-héros candide, un peu gentil. Voilà, donc moi voilà, moi ma grande question c'est, arrivera-t-il à maintenir le niveau pendant encore beaucoup de tomes? Mais on va passer à... Je pense pas. Daredevil. Ouais, tome 3, ok, je continue. Donc Daredevil qui est désormais travaille pour le procureur. À l'accusation. À l'accusation, c'est vrai. Il travaille aussi en lien avec Blindspot et son sidekick. Et ils sont en train d'essayer d'enquêter sur un nouveau super méchant, la Muse, qui est vraiment une sorte de serial killer. Un serial killer. Vraiment sanguinaire. Quoi ? Un serial killer. Oui, tu es en série. Ah oui, voilà, merci. Si vous finissez pas la blague, les gars, c'est chaud, quoi. J'ai pas voulu le couper. Donc du coup, voilà, on enquête sur la Muse. Dans cet épisode-là aussi, on va avoir un petit passage avec les Inhumains, qui font l'apparition aussi, parce qu'ils ont donc leur monde qui flotte au-dessus d'une autre, grosso modo. Bon, c'est bien résumé, mais c'est un peu pas évident de suivre l'univers Marvel. C'est un truc qui se passe dans d'autres séries Marvel, donc voilà. On est un peu largué, nous. Mais après voilà, c'est un bon Daredevil. C'est déjà en tout cas beaucoup mieux que les deux premiers tomes de Charles Soule et de Ron Garnet. Les deux premiers tomes, on avait l'homme à 12 doigts là, qui était un peu ridicule. Je trouve que ça démarre un peu plus que ce que c'était le cas sur le tome 1. On retombe dans du juridique, c'est ce qu'on attendait, quoi, d'un scénariste qui est juriste et d'un héros qui est juriste. On s'attendait à avoir un peu du juridique dedans, et ils y reviennent enfin dessus. Et ça commence enfin à avoir un peu de sens, quoi. Surtout, c'est que je trouve que là, il y a une vraie enquête, alors que dans l'autre, c'était vraiment juste du fight et qui ne servait à rien, quoi. C'était un peu chiant. Les deux premiers tomes m'ont vraiment fait chier. Le troisième est vraiment intéressant. Du coup, j'ai un peu plus envie d'aller sur les tomes suivants. Voilà, qui sont dans la pile. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Nous allons encore vous parler pendant plus d'1 heure de bande dessinée. La BD, c'est bien. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous soutenir sur Tipeee en nous donnant des sous, parce que acheter du matériel, ça coûte des sous, un hébergement, ça coûte des sous. Les BD, les pizzas, ça coûte des sous. Les BD, tout le monde nous en offre pas. Et puis avoir des invités de qualité aussi, comme ça nous arrive, ça coûte des sous. Mais
manière de nous soutenir, c'est surtout de parler de nous autour de vous, parce que plus on a de personnes qui nous écoutent, et plus on est content. Sur ce, je crois que je peux vous dire à très bientôt, d'ici 15 jours à peu près, je pense, comme d'hab. Voilà. Merci encore, et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir.